L'Ukraine peut-elle vraiment gagner la guerre contre la Russie? Jusqu'où les Occidentaux sont-ils prêts à aller militairement pour soutenir Kiev? Avec nous ce soir en direct de Bruxelles, l'amiral Michel Hoffman, chef de la défense du Royaume de Belgique. Bonsoir amiral, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Commençons par l'actualité et ces bases aériennes, on vient d'en parler, qui ont été touchées. On est au cœur de la Russie, très loin de la frontière avec l'Ukraine. Est-ce que selon vous, le conflit prend une nouvelle dimension ? Je pense que tout d'abord, il faut attendre en effet que la confirmation que cette attaque vienne bien effectivement de l'Ukraine. Mais je pense que ça fait tout à fait partie de leur stratégie pour atteindre certains objectifs opérationnels. Et il me semble tout à fait légitime, de nouveau, pour autant que ce soit l'Ukraine qui ait lancé ces attaques, que des centres de commandement ou des bases aériennes ennemies soient attaquées. Vous nous dites ce soir que l'Ukraine, qui jusque-là disait « on défend notre territoire », on a été envahi. Vous dites que la doctrine a changé. L'Ukraine aujourd'hui est prête à aller faire la guerre très loin en Russie et quitte à être considérée comme à son tour agresseur. Mais je pense que c'est toujours dans une optique de défense que l'Ukraine se trouve. Et de nouveau, il faut encore que ce soit prouvé que l'Ukraine ait attaqué ses bases. Mais si c'est le cas, elle est confrontée sur le terrain depuis quelques semaines, toutes les semaines pratiquement, à des attaques massives venant de la Russie avec des missiles et des attaques aériennes, des missiles lancés par des avions. Et il me semblerait logique également que les bases depuis lesquelles ces missiles ou ces avions sont lancés ou décollent soient également ou fassent également partie des cibles et des objectifs ukrainiens. Il s'agit notamment de bombardiers Tupolev. Quel type d'appareil, amiral Michel Hoffman, peut permettre de telles opérations militaires très loin, je le disais, de la frontière ukrainienne? On parle de drones à réaction, de drones nouvelle génération. On imagine que vous, chef de la défense, vous avez votre petite idée sur le type d'appareil? Ben, j'attends surtout les rapports des services de renseignement qui n'ont pas encore alimenté, qui n'ont pas encore été alimentés jusque dans ces détails. Mais il n'est pas impossible que ce soit également des drones plus anciens avec une portée plus longue et qui ont été transformés pour pouvoir effectuer ce genre d'attaque. Amiral, juste pour clore ce chapitre, la Belgique, votre pays, l'Europe, l'OTAN, les États-Unis, personne à l'heure qu'il est ne condamne ces attaques de drones en Russie ou ne les soutient. Vous, au nom de la Belgique, vous applaudissez? Non, il faut toujours faire attention à réagir trop vite dans ce genre de situation. C'était comme l'attaque de missiles en Pologne également. Il faut d'abord attendre que les faits soient vraiment établis pour pouvoir éventuellement réagir. Mais dans ce cas-ci, comme dans beaucoup d'attaques ou d'incidents qui se sont produits, par exemple en Crimée, je constate que la communauté internationale s'est tue dans toutes les langues. Ouais, donc, vous parlez, amiral, pardonnez-moi de vous couper, amiral, on a un tout petit décalage, désolé de vous chevaucher la voix. Est-ce que ce serait, si ça s'avère et si c'est confirmé, le plus gros coup porté à l'armée russe depuis le 24 février? Vous avez cité la Crimée, il y avait aussi ce vaisseau amiral russe qui avait été coulé. Ce serait encore plus? Mais ça démontre surtout l'agilité et la détermination éventuellement des Ukrainiens pour vraiment essayer de contrecarrer les Russes dans toutes leurs initiatives, dans toutes leurs attaques et essayer malgré tout de diminuer les dommages qu'ils reçoivent, qu'ils subissent en fait et toutes les pertes qu'ils subissent sur leur propre territoire. Michel Hoffman, vous le savez, des voix s'élèvent pour critiquer le volume d'aide apportée par votre pays, la Belgique, à l'Ukraine face par exemple à d'autres pays qu'on pourrait qualifier de petits par la population notamment, comme la Lituanie. Que répondez-vous et comment l'expliquez-vous surtout? Il faut d'abord il faut replacer tout ça dans un contexte, je vais dire, historique. Les 30 dernières années, on a surtout
On a surtout, je veux dire, joué sur récolter les dividendes de la paix, et ça s'est traduit naturellement par des budgets qui étaient fortement diminués. Et dans notre pays, naturellement, nous avons également, je vais dire, subi ces diminutions de budget, ce qui fait que toute notre défense, notre organisation a été vraiment réduite à ce qu'elle est aujourd'hui, avec des systèmes d'armes qui ont été vendus, qui ont disparu, avec des stocks de munitions en particulier qui ont été limités à de simples expressions. Et à partir de là, naturellement, nous ne pouvons pas, ou nous ne pouvions pas offrir aux Ukrainiens ce que nous n'avions pas dans nos stocks. D'autre part, depuis le... Bon, ce n'est pas question de regretter, c'est une question de être confronté à une certaine réalité. Ce que nous avons fait, par contre, depuis le début, c'est en effet tant dans le domaine de matériel létal que non létal. Nous avons puisé également tout d'abord dans nos stocks tout ce qui était disponible, mais nous avons également regardé tout ce que les Ukrainiens avaient besoin dans des matériels que nous avions à notre disposition ou qui étaient rapidement disponibles. Et c'est dans cette optique de complémentarité avec les partenaires, les alliés, que nous avons appréhendé cet appui à l'Ukraine et qui est continu, qui est permanent toutes les semaines. Entre-temps, ça a évolué. Toutes les semaines, nous avons de nouveaux dossiers et de nouvelles décisions de livraison de matériel, de nouveau létal ou non létal. Alors vous avez prononcé le mot stock, en effet. Ludivine de Donder, ministre belge de la Défense, dit ceci: il faut continuer le soutien à l'Ukraine, mais je ne vais pas priver notre personnel du matériel dont il a besoin. On imagine que vous êtes d'accord. Restons sur cette question des stocks d'armes, parce qu'on parle de la Belgique, mais il y a un véritable problème relevé ces dernières semaines. Il n'y a plus d'armes, en fait. L'Europe elle-même a puisé dans ses stocks. Les États-Unis eux-mêmes ont du mal et ne veulent pas détourner des stocks d'armes qui sont plutôt destinés à Taïwan et à la Corée. Est-ce que c'est pour cela que l'Ukraine n'a toujours pas lancé son offensive pour reconquérir Kherson ? Je pense que tout est lié, naturellement. C'est un fait que la contre-attaque ou les contre-attaques ukrainiennes sont également liées à leur capacité, non seulement en personnel, mais naturellement en matériel et en armement et en munitions. Et c'est un fait que beaucoup de pays, la plupart des pays occidentaux, ont dû puiser très, très profondément dans leur stock, dans leur propre stock. Mais à côté de ça, il y avait naturellement la capacité de l'industrie occidentale à produire de nouvelles munitions, à produire les armements qui étaient nécessaires pour appuyer l'Ukraine. Mais jusqu'à nouvel ordre, et j'écoute de nombreux dirigeants occidentaux, cette détermination d'appuyer et de continuer à appuyer l'Ukraine est bien réelle. Et je pense qu'on va s'adapter pour pouvoir le faire. Amiral Michel Hoffman, en pourcentage, combien de pertes, si je puis dire, avec ces livraisons d'armes à l'Ukraine, vous diriez combien ? 50% des armes des Occidentaux ou à l'échelle européenne ? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Oh non, je pense que chaque pays est dans une situation différente et je pense que tout le monde arrive à une certaine limite de stock stratégique. Mais la Belgique, par exemple, doit avoisiner. Oh non, nous sommes... allez, je ne vais pas citer de chiffres parce qu'on ne veut pas dévoiler ce genre de données, mais c'est un fait qu'on est largement en dessous des 50%. Alors parlons de l'Europe de la défense. L'annonce il y a quelques jours d'un accord entre la France et l'Allemagne pour le développement commun du système de combat aérien du futur est une avancée de taille, dit-on, vers une Europe de la défense. Est-ce oui ou non une bonne nouvelle pour vous, cet avion franco-allemand ? Je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, en espérant que ça porte ses fruits sur le long terme. Naturellement, c'est quelque chose de hautement technologique, mais je pense aussi qu'il serait dans l'intérêt des pays européens de fédérer tous les efforts et certainement au niveau industriel que la défense ou les secteurs industriels dans de nombreux pays européens soient éventuellement, impliqués dans le développement de ce genre de système d'armes. Mais est-ce qu'il faut une Europe de la défense selon vous, et comment vous, en tant que chef de la défense belge, vous concevez cette Europe de la défense ?
Mais la défense belge a toujours eu la coopération internationale dans son ADN. C'est quelque chose qui existe depuis des décennies. Et nous avons naturellement de nombreux exemples de coopération internationale au niveau des systèmes d'armes avec la marine belge et la marine néerlandaise qui opèrent sur base de navires tout à fait similaires et qui vont remplacer d'ailleurs ces capacités ensemble. Et nous avons plus récemment naturellement une coopération avec la France pour une capacité motorisée sur base du système d'information, je vais dire Scorpion, et qui est un très très bon exemple de coopération. Mais Amiral, vous le savez très bien, il y a déjà l'OTAN. Quelle est la différence fondamentale? On a parfois du mal à comprendre. À nouveau, pardonnez-moi de vous couper, il y a un tout petit décalage. Quelle est la différence entre l'OTAN et une Europe de la défense? Il y a déjà l'Alliance Atlantique. Oui, il faut considérer que l'OTAN, et c'est très très bien formulé par la doctrine et par de nombreux dirigeants aussi, l'OTAN reste la pierre angulaire de la défense collective de l'Europe, mais il est important pour l'Europe de renforcer leur propre défense et de ce fait également, ils vont renforcer le rôle des pays européens et de l'Europe au sein de l'OTAN. Donc les deux sont tout à fait complémentaires, mais il en va certainement de l'intérêt des pays de l'Europe pour également renforcer ensemble leur appareil de défense, ce qui implique également que la coopération au niveau des industries de défense en Europe doit se renforcer. Une toute petite minute, Amiral, pas plus. Désolé, le temps file. Depuis le 24 février, pour conclure, qu'est-ce que cette guerre a changé pour la Belgique, pour l'Europe, pour la défense belge et pour la défense européenne? Je pense que c'était un fameux wake-up call, un réveil assez brutal pour tous les pays d'Europe que la paix n'est pas gratuite, que la prospérité n'est pas gratuite et que tout peut évoluer très très rapidement et que cela demande aussi d'investir certainement en temps de paix dans un appareil de défense qui soit suffisamment robuste que pour être dissuasif par rapport à différents adversaires. Merci beaucoup Michel Hoffman, merci Amiral. Je rappelle que vous êtes le chef de la défense belge, le patron donc des armées du Royaume de Belgique. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde.